Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie beaucoup, évidemment, Philippe Ménachet, pour votre invitation. Avec un petit côté, évidemment, peu agréable, puisqu'il m'a été confié la part du réglementaire, des exigences, pour ne pas dire des contraintes réglementaires. Donc c'est évidemment pas toujours ce qui est le plus agréable, néanmoins peut-être deux petits mots d'introduction. Comme a dit Philippe Ménachet, je crois que c'est effectivement primordial maintenant d'avoir bien en tête le fait qu'on ne peut pas passer en clinique chez l'homme si on n'a pas très en amont réfléchi à la question. Et donc c'est effectivement sans grand intérêt de vouloir développer des projets et des process qui ne sont pas réalisables plus tard. Et puis deuxième point, pour revenir sur ce qu'a dit Dominique Franco, oui, on a de nombreuses collaborations avec des équipes chirurgicales, et une fois que j'ai dit ça, non seulement elles sont nombreuses, mais elles sont surtout très fructueuses. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose qu'on a appris à mettre en œuvre avec vous, et c'est un point qui me paraît tout à fait important. Alors, plutôt que de passer un quart d'heure à vous présenter tous les décrets, tous les arrêtés possibles et imaginables en thérapie cellulaire, ce qui aurait été pour le moins détestable, j'ai essayé de plutôt les contextualiser avec de multiples évolutions, parce que oui, il y a des évolutions réglementaires, mais ces évolutions réglementaires, elles sont quand même consubstantielles de beaucoup d'autres évolutions que nous connaissons et que nous avons connues en thérapie cellulaire, en ingénierie cellulaire et tissulaire, et également en thérapie génique, puisque c'est quand même un domaine qui est très proche de la thérapie cellulaire et qu'il ne faut pas oublier. Alors les premières évolutions, à tout seigneur, tout honneur, elles sont déjà cellulaires, puisque ces évolutions, elles ont participé à tous les projets que vous connaissez aujourd'hui. On a commencé, comme vous le voyez ici, à travailler avec des cellules souches adultes. Vous connaissez bien entendu et très bien les premières greffes de moelle osseuse qui commencent à émerger dans les années 1950-1960 avec la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Cellules souches hématopoïétiques que vous avez très probablement déjà prélevées dans la moelle osseuse et on trouvera ensuite dans le sang périphérique puis dans le sang de cordon ombilical. Donc on a là, en tout cas pour ce qui est de l'époque que je qualifierais comme moderne, les premières thérapies cellulaires pour lesquelles on va réussir à démontrer une réelle efficacité thérapeutique. Et à partir de là, vont être découverts d'autres types cellulaires qui vont participer de l'émergence de tous ces projets et tous ces protocoles dont Dominique Franco et Philippe Ménachet vous ont parlé, avec l'émergence en particulier de la thérapie génique, les travaux sur les cellules fœtales qui ont participé aussi finalement de la réflexion sur les différents types cellulaires et les différents types d'approches qu'on pouvait ou pas utiliser. Petit à petit, l'utilisation d'autres types de cellules que les cellules souches hématopoïétiques, les cellules de l'immunité, comme les lymphocytes T, les cellules dendritiques. Beaucoup de travaux vont être menés petit à petit avec des cellules que connaît très bien Dominique Franco, les îlots de Langerhans, qui vont donner des résultats d'ailleurs tout à fait encourageants à l'époque, mais on peut dire maintenant efficaces aujourd'hui. Et puis la découverte, ou la redécouverte, parce qu'elles ont quand même été découvertes dans les années 75, des cellules souches mésenchymateuses qui vont elles aussi participer à une forme d'engouement des applications en thérapie cellulaire et en ingénierie cellulaire et tissulaire. Et je pense que le professeur Magalon en parlera, puisque ces cellules souches mésenchymateuses sont devenues finalement une forme de terme générique pour définir un type cellulaire qui n'est pas toujours le même en fonction du lieu dans lequel on prélève, qui peut être la moelle osseuse, le tissu adipeux, le cordon ombilical. Et quand on parle de cellules souches mésenchymateuses, finalement ça englobe un certain nombre de propriétés qui peuvent être un petit peu différentes et qui peuvent finalement un petit peu conditionner les applications thérapeutiques qu'on veut en faire. Et puis vous n'êtes pas sans avoir entendu parler et sans connaître l'émergence des cellules souches embryonnaires, chères à mon cœur, c'est le cas de le dire, et à celui de Philippe Ménachet. Et puis les dernières en date, dirons-nous, encore que les cellules pluripotentes induites, donc découvertes de Yamanaka, qui lui a valu le prix Nobel extrêmement rapidement, enfin dans les 5 ans après son article Princeps, et dernière en date, peut-être pas, puisqu'on voit maintenant aussi l'émergence, par exemple, des organoïdes, qui très probablement auront aussi un jour leur place dans ces applications de médecine régénératrice, réparatrice, comme vous le souhaitez.
Alors ces évolutions des types cellulaires ont donné lieu évidemment à des évolutions en termes d'indication. Encore une fois, on est passé d'un contexte très classique de greffe de cellules souches hématopoïétiques dans les pathologies hématologiques, qu'elles soient malignes ou non malignes d'ailleurs, à une liste finalement d'indications thérapeutiques qui est maintenant extrêmement importante. Et comme Philippe Ménacher le rappelait, il y a un nombre très important de protocoles cliniques dans des indications très variées, dans lesquelles soit d'ailleurs la démonstration de l'efficacité de la thérapie cellulaire a déjà été faite, on peut en revenir au traitement du diabète de type 1 par la greffe d'Ilo-Langerhans, soit évidemment tout un champ à défricher, à découvrir, et pour lesquels ces indications thérapeutiques et ces traitements font à l'heure actuelle finalement l'état d'essais cliniques, soit de tolérance, soit maintenant d'efficacité ou pas vis-à-vis des traitements conventionnels. Alors il y a un point qui me paraît extrêmement important et qui va, vous allez le voir, être lié, qu'on veuille ou non aussi, à cette évolution réglementaire, c'est l'interdisciplinarité, ce côté très transversal qui s'est affirmé alors de façon extraordinaire ces 5 à 10 dernières années, avec un passage finalement à la fois intellectuel et technologique du on injecte des cellules et on regarde ce qui se passe, c'était un petit peu ça au début, où on espère que l'injection de cellules, par exemple par voie sanguine, soit capable de réparer ou de régénérer un tissu, à une évolution extraordinairement importante de la prise en compte de nouvelles technologies, de l'ingénierie, des mathématiques, de la chimie, dans plusieurs domaines, au premier rang desquels les matériaux, puisqu'on travaille maintenant avec des matrices décellularisées, avec des biomatériaux qui peuvent être des hydrogènes, qui peuvent être fabriqués par diverses techniques. Et donc ces biomatériaux entrent maintenant dans le champ d'application de l'ingénierie cellulaire et tissulaire. Il en est de même pour les réflexions autour de tout ce qui a un trait et lien avec la vascularisation de ces matériaux. Là encore, tout ça procède de l'évolution finalement des technologies et des résultats qui ont été obtenus. Les matériaux seuls, très probablement, ne répondront pas à la question s'il n'y a pas de vascularisation. Donc il y a aussi beaucoup de travaux sur ces domaines-là. Et puis, tout le champ des nouvelles technologies. Je vous ai parlé tout à l'heure des organoïdes. Vous connaissez parfaitement bien les probables champs d'application de l'impression 3D qui viendront peut-être révolutionner également vos pratiques. Mais une fois qu'on a dit impression 3D, eh bien, on en revient à cette problématique de quel type cellulaire on imprime, dans quel biomatériaux, comment est-ce que tout ça est vascularisé. Et tout ça doit être pris en considération et est clairement pris en considération à l'heure actuelle. Avec des technologies dont vous voyez qu'évidemment le degré de maturité ou d'immaturité eh bien, est lié à cette connaissance des types cellulaires. Les technologies liées aux cellules souches hématopoïétiques ou aux cellules souches adultes en général sont beaucoup plus matures que les technologies liées aux IPS qui ont été créées dans les années 2007-2008 et a fortiori par exemple que les organoïdes pour lesquels nous n'avons pour le moment que des données très très préliminaires chez l'animal. Évolution également du nombre d'essais cliniques, des domaines de ces essais cliniques, et puis vous voyez mondialisation finalement de la pratique de ces essais cliniques, avec une augmentation extrêmement importante du nombre d'essais thérapeutiques qui a été mis en place, en particulier, bon, évidemment dans les pays occidentaux, mais beaucoup dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est. Et puis, qu'on le veuille ou non, une diapositive un peu classique, je dirais, mais finalement ô combien importante, de l'évolution des modèles économiques, finalement, de ce que représentent et ce que représenteront ces applications d'ingénierie cellulaire et tissulaire, avec, comme le mentionnait Philippe Ménacher, l'importance finalement également des indications thérapeutiques, puisqu'il y a clairement aujourd'hui pratiquement pas une indication, un domaine en tout cas, qui ne soit pas couvert par un ou plusieurs projets de thérapie cellulaire et ou de thérapie génique. Alors c'est dans ce contexte, et il faut bien y venir, qu'effectivement il y a eu aussi des évolutions réglementaires, et en particulier cette fameuse directive européenne, dite directive ATMP, et qui a été traduite en français par le fameux terme de médicament de thérapie innovante. Et vous voyez déjà que dans médicament de thérapie innovante, il y a certes le beau terme de thérapie innovante, mais enfin il y a surtout celui de médicament,
Et ça a eu, et ça a encore, des impacts extraordinairement importants sur les projets que nous allons être amenés à mener. Alors, que recouvre cette directive MTI, donc médicaments de thérapie innovante? Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Il y a 4 grands domaines couverts par cette directive européenne. Les médicaments de thérapie génique, les médicaments de thérapie cellulaire, les produits issus d'ingénierie tissulaire et les médicaments combinés de thérapie innovante. Voilà. Donc la directive MTI n'est en soi pas très compliquée. 4 grands domaines qui sont les 4 grands domaines dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Et ces 4 domaines-là, donc, pour la très grande majorité des applications, on laissera de côté cet après-midi la greffe de cellules souches hématopoïétiques dans des indications d'hématologie, mais pour faire simple, quasiment 100% de tout le reste rentre maintenant sous le coup de cette directive médicaments de thérapie innovante. Alors, qu'est-ce qu'elle provoque? Quelles en sont les exigences? Nous avons été très longtemps sous un référentiel réglementaire que nous appelons les bonnes pratiques tissus-cellules, et donc les différents essais que nous avons pu être menés à réaliser avec vous ont été réalisés sous un référentiel dit bonnes pratiques tissus-cellules dans ce que l'on appelle, du nom barbare du TCG, unité de thérapie cellulaire et génique, qui sont les structures et les services dans lesquels nous avons préparé les greffons qui vous ont servi dans vos essais cliniques. La notion de médicament de thérapie innovante, et c'est la notion de médicament finalement qui est importante, nous télétransporte, on pourrait même dire, vers un référentiel qui est le référentiel des bonnes pratiques de fabrication. Référentiel qui est, pour faire simple, le référentiel utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour la fabrication des dits médicaments. Alors, cette mise en œuvre de ce référentiel des bonnes pratiques de fabrication est extrêmement plus exigeant, pour ne pas dire contraignant, que le référentiel des bonnes pratiques tissus-cellules, qui l'est déjà, et implique pour nous une adaptation très lourde, très importante, très longue éventuellement, à toute une série de tout ce que l'on pourrait englober sous le terme de management de l'assurance qualité. Modification des locaux, modification de l'organisation, prise en charge de nouveaux personnels, renforcement de la politique qualité, modification des dossiers de l'eau, contrôle de matières premières beaucoup plus stringent. La liste est évidemment pas exhaustive, mais la liste est très importante. Et donc la mise en œuvre de cette directive a impliqué des contraintes très importantes. Et donc vous voyez, nous sommes passés d'un statut de produit de thérapie cellulaire au statut de médicament de thérapie innovante. Les produits de thérapie cellulaire, tels que nous les avons connus, ont bien évidemment été utilisés en recherche clinique. Ça a été typiquement le cas de ce que nous avions mis en place avec Philippe Ménaché pour les myoblastes, avec des acteurs qui étaient très majoritairement, et qui le restent d'ailleurs, il faut être honnête, dans nos domaines, des acteurs académiques, et des exigences réglementaires, comme je l'ai dit, qui étaient les bonnes pratiques tissus-cellules. On passe donc maintenant sous un régime de médicaments de thérapie innovante, et ce, dès les premières phases des essais. Et je crois que c'est un point extrêmement important que vous devez, autant que nous, prendre en considération. La notion de médicament de thérapie innovante n'est pas une notion nébuleuse que l'on appliquerait qu'aux médicaments qui ont une AMM. Elle est prise en compte et en considération dès les premières phases des premiers essais cliniques. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Ce qui nous a conduit, pour certains de mes collègues et moi-même, à demander de nouvelles autorisations, soit médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, je ne rentrerai pas dans les détails, soit d'établissements autorisés médicaments de thérapie innovante. Mais encore une fois, ce qui est important dans cette notion, c'est la notion des bonnes pratiques de fabrication qui est beaucoup plus stringente que la notion des bonnes pratiques tissus-cellules. Et puis évidemment, dans les grands phases 3 et a fortiori pour des médicaments de thérapie cellulaire et génique qui auraient l'AMM, là, bien entendu, la notion d'établissement pharmaceutique peut se surajouter à cette notion de médicament de thérapie innovante. On peut également, évidemment, être un établissement pharmaceutique et préparer des MTI dans le cadre d'essais cliniques. Et je dirais que cette notion d'établissement pharmaceutique peut être un plus
Mais qu'on soit ou pas établissement pharmaceutique, on doit répondre à ces exigences de bonnes pratiques de fabrication, et c'est là qu'est le cœur de la problématique. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu un certain nombre de réflexions en France, hein, c'est pas évidemment lié à une démarche qui puisse être réservée à quelques CHU ou à quelques équipes, des réflexions et des démarches qui ont consisté à essayer de monter ces fameuses marches entre les bonnes pratiques de tissus-cellules et les bonnes pratiques de fabrication pour arriver à répondre, certes, à ce que nous avons envie de faire, mais à répondre aussi à votre demande qui est de mettre en place des essais cliniques de thérapie cellulaire et ou de thérapie génique. Donc il y a à la fois un besoin des acteurs comme nous, un besoin des acteurs comme vous, un besoin institutionnel, et puis, il ne faut pas se le cacher non plus, un besoin des industriels, puisque nous menons des essais aussi avec des industriels, et les industriels nous disent maintenant, ah bah oui, mais où est votre référentiel bonne pratique de fabrication, où sont vos autorisations, et si nous n'avons pas ces autorisations, il est bien évident que les industriels ne travailleront plus avec nous. Alors je vous donne évidemment l'exemple qui me concerne au premier chef, mais qui encore une fois n'est pas du tout réservé à des réflexions intra-PHP. Donc toujours est-il que nous en avons eu à la PHP, et vous avez ici un bâtiment qui est en cours de construction sur l'hôpital Saint-Louis, bâtiment dans lequel nous intégrerons au premier étage ici une plateforme de production des médicaments de thérapie innovante, plateforme de production qui devra donc répondre à l'ensemble des exigences dont je vous ai parlé, en particulier ces fameuses bonnes pratiques de fabrication. Et comme à la PHP, nous avons la chance de disposer d'un établissement pharmaceutique, nous aurons très probablement en plus le statut d'établissement pharmaceutique en tant que site délégué de l'établissement pharmaceutique de la PHP. Donc c'est une réflexion de la PHP, mais encore une fois, c'est une réflexion qu'ont eu un certain nombre des collègues hors APHP pour répondre à ces exigences réglementaires. Donc il est clairement établi maintenant qu'il faut sortir, et alors vite, de cette vision très simpliste de ce que pourrait être la fabrication d'un produit de thérapie cellulaire et a fortiori d'un médicament de thérapie cellulaire qui consisterait à dire finalement on prélève, on manipule, on essaie de créer ou de fabriquer un greffon que nous n'aurons plus qu'à vous envoyer ensuite, mais nous sommes beaucoup plus dans un système proche de celui-ci, et quand je dis proche, parce que j'ai encore enlevé beaucoup de choses de ce que nous aurions pu y rajouter, mais un système extrêmement exigeant dans lequel, très clairement, la politique d'assurance qualité, ou devrais-je dire les politiques d'assurance qualité, sont des points qui sont devenus cruciaux, majeurs pour la mise en place des essais cliniques que nous serons amenés à mettre en œuvre à vos côtés. Je vous remercie, j'espère vous avoir tout fait. Merci beaucoup, Jérôme. C'est clair pour un sujet qui est bien difficile. Est-ce que vous avez des questions à poser? François. Tout ça est passionnant, mais je suis un peu affolé par toutes ces réglementations. Est-ce qu'il ne faudrait pas ficher la paix aux chercheurs dans leur laboratoire ou dans leur CHU? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais je pourrais vous dire oui, je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, une fois que je vous aurai répondu ça, il n'empêchera pas que ces réglementations existent. Il faut bien qu'on y réponde. Alors il y a peut-être un deuxième niveau de réflexion quand même et de réponse à votre question, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte, qu'on le veuille ou non, mondial ou à tout le moins européen. D'autres pays européens ont déjà mis en place ces réglementations. Donc, on se retrouve dans un système dans lequel, moi comme d'autres, très honnêtement, avons perdu, parce que c'est le terme, des essais cliniques qui ont été faits ou qui sont faits, qui en Allemagne, qui en Italie, qui en Angleterre, parce que ces pays ont déjà mis en place ce type de réglementation. Donc on se retrouve quand même dans un système dans lequel on l'a vécu, encore une fois, avec Philippe Ménacher, dans un protocole européen, dans lequel nous avons disparu, puisque nous n'avions pas ces bonnes pratiques de fabrication mises en place. On est perdu un autre en Angleterre, d'autres on est perdu ailleurs, et il ne faut pas se leurrer, si on ne les met pas en place,
non seulement on perdra les essais académiques, mais peut-être encore plus grave, les essais industriels, parce que clairement les industriels ne viendront que si vous êtes capable de leur montrer que vous suivez les bonnes pratiques de fabrication et qu'éventuellement, en plus, tant mieux, vous êtes un établissement pharmaceutique. Oui, mais comme dans bien d'autres domaines, on n'aurait jamais pu mettre au point, en particulier la cellulose-chirurgie, si on avait dû attendre des autorisations et des réglementations. On est tout à fait d'accord, et on n'aurait jamais fait de la grève de moelle, et on n'aurait jamais fait la première grève de son coordonnement médical. Donc, juste un détail, est-ce que les greffes d'îlots de Langerhans sont considérées comme un médicament? Alors, et d'autre part, j'ai une autre question par rapport à un médicament, pour nous, c'est assez standardisé, et dans beaucoup d'aspects, c'est de la recherche qu'on fait. Donc, je suis d'accord qu'il faut avoir des techniques de fabrication qui répondent à des critères sur le plan de la sécurité sanitaire, mais finalement, on n'est pas dans le contexte d'un médicament, quelque chose qui est obligatoirement très reproductible. Alors, votre deuxième point est évidemment un point majeur. Je réponds déjà au premier. Les îlots de Langerhans tels que nous les greffons à l'heure actuelle ne relèvent pas de la directive médicaments de thérapie innovante pour une raison relativement simple. La directive MTI prend en considération soit des modifications substantielles des cellules, ce qui n'est pas le cas quand on isole des îlots de Langerhans à partir du pancréas, ce qui n'a pas été le cas vu par l'Europe, en tout cas. Soit quand vous utilisez des cellules sorties de leur contexte physiologique. Par exemple, vous prélevez des cellules souches hématopoïétiques, qui ont quand même vocation à restaurer l'hématopoïèse, mais vous les greffez dans le cœur. Elles ne sont pas greffées dans le cœur pour ce que vous en attendez, c'est-à-dire restaurer l'hématopoïèse, donc elles sont considérées, ou elles rentrent dans le cadre des MTI. Alors, deuxième point majeur, oui, je suis d'accord avec vous, il est extrêmement difficile, et alors encore plus difficile dans des phases 1, voire dans des phases 1-2, d'avoir des process parfaitement reproductibles, et surtout, et en plus, de se dire que ce même process utilisé dans une phase 1 doit être complètement figé pour être utilisé ensuite dans une phase 2, dans une phase 3, voire dans une phase 4 et aller à la M1. Donc ce sont des points critiques, mais l'expérience montre que quand vous allez présenter vos dossiers aux agences, on peut mettre des X et des S quand on en veut, il n'y a pas que la NSM, il vous est demandé d'être capable de démontrer que votre process, tel que vous allez l'utiliser chez vos patients, est reproductible, et que c'est ce même process qui vous a permis de valider l'efficacité de votre médicament dans un modèle animal. Autrement dit, si vous utilisez un process dit recherche dans votre modèle animal, les agences peuvent tout à fait vous dire, c'est bien gentil, mais maintenant, vous prenez le process que vous utiliseriez chez le patient et vous revalidez tout dans le modèle animal. Je vous juste une petite question complémentaire qui rejoint celle de François Dubois. On dit souvent, en France, ils nous ont kické vraiment, c'est beaucoup plus facile dans le reste de l'Europe. Tu veux vraiment que j'ai des ennuis avec la NSM? Je pense qu'il y a un niveau de lecture qui peut être un tout petit peu différent. On a peut-être la sensation d'avoir placé la barre très haut en France pour les essais de phase 1 ou de phase 2, ou en tout cas pour les premiers essais. Je ne suis pas du tout persuadé que la NSM soit plus drastique que la FDA, par exemple, pour des phases 3, des phases 4 et pour une AMM. Alors, maintenant, il ne faut pas se cacher que, comme je le disais tout à l'heure, des pays européens, très nombreux, ont mis en place la directive MTI avant la France. Cette mise en place, elle a aussi un côté national, ou en tout cas les inspections qui en découlent ont un caractère national. Donc on ne peut pas exclure, n'en veuille à mes petits camarades européens, ils arrivent à mettre en place cette directive de façon un peu plus light, on va dire, qu'elle ne doit être mise en place en France, hein, on ne peut pas l'exclure. Voilà, mais une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. Philippe. Oui, juste, si je fais une petite remarque qui peut-être répond en partie à l'objection que vous posiez, c'est sûr que la reproductibilité du produit de thérapie cellulaire elle est d'autant plus difficile que ce sont des cellules autologues. C'est la raison pour laquelle il y a quand même une certaine évolution en fonction des indications.
vers une banque de cellules allogéniques. Parce que là, on peut, à partir de quelques donneurs sains, avoir un produit qui est qualifié une fois pour toutes, puisque par définition, tous les habitués de la banque sont identiques. Et donc, en plus, sur le plan économique, c'est le seul modèle considéré aujourd'hui comme viable. Donc, ce n'est pas applicable à tout, mais ça explique l'évolution dans certains domaines vers ces thérapies allogéniques, en général d'ailleurs couplées à des biomatériaux pour essayer de réduire en partie l'immunogénicité, naturellement, qui est liée au fait que ce sont des cellules étrangères. Qui seront toujours plus immunogènes que Qui sont plus immunogènes, d'où éventuellement les biomatériaux pour essayer de jouer sur cette immunogénicité, mais qui auront en tout cas l'avantage ou l'intérêt d'être parfaitement reproductibles et plus faciles à contrôler. Bon, néanmoins, ne vous démotivez pas, on y arrive. Faites bien passer ce message à vos équipes. D'autres questions? Bon. Jérôme, merci beaucoup, bravo.